Bienvenue sur la chaîne. Ce dimanche, on revient sur l'une des crises les plus complexes et les plus importantes de l'actualité en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, la situation au Kivu est tendue, avec des affrontements qui continuent d'influencer profondément la stabilité de la région. Un groupe rebelle accusé de raviver des conflits déjà anciens semble plus actif que jamais, et les répercussions se font sentir jusque dans les relations diplomatiques internationales. Aujourd'hui, on fait le point sur l'évolution de la situation. Pourquoi ce groupe rebelle refait surface? Quels sont les enjeux géopolitiques derrière ce conflit? Et surtout, quelles sont les perspectives pour la paix dans la région? On ne laisse rien dans l'ombre. Alors si tu veux suivre toute l'actualité brûlante de ce sujet et bien plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Chaque abonné compte et ensemble, on reste informés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est maintenant que ça commence. Alors, restez connectés. Bonjour et bon dimanche chez vous, chers téléspectateurs de Web Info Télévision. Ouvrons cette page radio avec la situation sécuritaire dans l'est du pays. Dans une lettre adressée au président angolais João Lourenço, le coordinateur politique de la l'AFC-M23, Corneille Nangaa, réaffirme l'engagement de son mouvement en faveur d'une solution pacifique à la crise congolaise. Tout en saluant les efforts de médiation en cours, il appelle à une clarification entre l'initiative de Luanda et le projet de Doha, mettant en garde contre la multiplication des cadres de dialogue. Plus d'explications dans ses commentaires. Dans le cadre de ces démarches diplomatiques pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Dans le cadre de ces démarches diplomatiques pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce lundi 12 janvier 2025 une visite de travail à Lomé au Togo après un passage par l'Angola. Invité par le président togolais Faure Essosima Gnassingbé, médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit à l'est de la RDC, le chef de l'État congolais a pris part à une séance de travail axée sur les initiatives africaines de paix et de stabilisation dans cette partie du pays, confrontée depuis plusieurs années à une insécurité persistante. Les échanges ont permis d'examiner l'état d'avancement des mécanismes régionaux de médiation, d'évaluer les efforts déjà engagés et d'explorer les options susceptibles de relancer un processus de dialogue crédible et durable. Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'une coordination étroite entre les États de la région et les institutions continentales pour faire face aux défis sécuritaires dans l'Est congolais. À cette occasion, le président Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'un engagement renforcé des partenaires africains afin de mettre un terme aux violences armées qui continuent d'affecter les populations civiles. Il a également réaffirmé la détermination de la RDC à œuvrer par la voie diplomatique à la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Cette étape togolaise s'inscrit dans une dynamique diplomatique soutenue menée par les chefs de l'État congolais qui multiplient les consultations régionales pour mobiliser une réponse africaine concertée face à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Pour Kinshasa comme pour Lomé, l'objectif demeure inchangé: faire progresser les efforts de paix, soulager les populations affectées par les conflits armés et contribuer à la stabilité durable de la région des Grands Lacs. Après une étape diplomatique en Angola, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a poursuivi lundi dernier à Lomé ses consultations régionales pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, réussi par son homologue togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans cette crise. Les deux chefs d'État ont échangé sur les efforts africains de médiation et les perspectives d'un dialogue durable. Les détails dans ce récit. Le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a franchi une nouvelle étape dans ses efforts de médiation en envoyant ce 15 janvier 2026 son ministre des Relations extérieures, Tito Antonio, à Kinshasa. L'émissaire angolais a été reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi, à qui il a transmis un message verbal de son homologue. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de Luanda de consolider les cessez-le-feu, encore fragiles, et de relancer les dialogues politiques autour de la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. L'Angola entend ainsi maintenir une dynamique diplomatique soutenue alors que les initiatives de paix internationales peinent à produire des résultats concrets sur le terrain.
La mission de Tite Antonio intervient au lendemain d'une rencontre tenue à Luanda le 14 janvier entre João Lourenço et une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire en RDC et sur le piste de réconciliation nationale mettant en avant le rôle de confession religieuse dans la recherche d'une paix durable. Ces consultations s'inscrivent dans une séquence diplomatique accélérée entre Kinshasa et Luanda. Depuis le début de l'année, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est rendu à 2 reprises en Angola, illustrant l'intensité des échanges bilatéraux alors que le processus de paix de Washington et de Doha peine à s'imposer. En multipliant les contacts avec les autorités congolaises et les acteurs religieux, l'Angola cherche à renforcer son rôle de facilitateur discret mais central. Cette initiative précède une réunion de haut niveau prévue le 17 janvier à Lomé sous l'égide du médiateur togolais, le président Faure Sibé, où les espoirs de relance du processus de paix restent élevés. Côté opposition politique, le mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila estime que la restauration durable de la paix passe d'abord par l'achèvement du processus de Doha entre le gouvernement et l'opposition armée avant l'ouverture de tout dialogue politique national. Plus d'explications dans cet élément. Dans un contexte sécuritaire toujours marqué par la persistance de violences dans l'est du pays, le mouvement Sauvons la RDC a pris position sur la démarche à privilégier pour parvenir à une paix durable. Dans une déclaration rendue publique, cette structure citoyenne insiste sur la nécessité d'éviter préalablement le processus de Doha qui engage le gouvernement congolais et les groupes armés avant d'envisager un dialogue national et large. Selon le mouvement Sauvons la RDC, si l'objectif réel demeure le rétablissement de la paix, il est impératif que toutes les dimensions militaires de la crise soient d'abord prise en charge dans un cadre approprié. Le processus de Doha, estime-t-il, constitue le canal légitime pour traiter les questions liées au cessez-le-feu, au silence des armes et à la mise en œuvre des engagements sécuritaires convenus par les parties concernées. Un dialogue politique ne peut produire des résultats durables que dans un climat apaisé, souligne le mouvement, qui met en garde contre l'organisation d'assises nationales alors que le combat se poursuit sur le terrain. Pour cette organisation, précipiter un dialogue sans avoir neutralisé les causes militaires du conflit risquerait d'un compromettre la portée à la crédibilité. Le mouvement Sauvons la RDC considère ainsi que les dialogues ne devraient intervenir qu'après la mise en œuvre effective des accords issus de Doha. Ce n'est qu'à cette condition, selon lui, que ce cadre pourrait jouer pleinement son rôle de forum de réconciliation nationale, de restauration de l'unité du pays et la reconstruction de consensus solides sur le base du vivre ensemble. Alors que les initiatives de paix se multiplient autour de la crise congolaise, cette prise de position relance les débats sur les séquences à adopter entre négociation, sécurité et dialogue politique au cœur des attentes d'une population éprouvée par des années de conflits. Cette semaine, le président burundais Evariste Ndayishimiye a posé des conditions fermes au lancement du processus de paix en République démocratique du Congo. Lors de l'échange de vues avec le corps diplomatique, il a insisté sur la nécessité préalable de cessez-le-feu effectif, du désengagement et de la séparation des forces ainsi que du cantonnement des combattants avant toute avancée vers la paix. Il est ici. Malgré les initiatives de paix prises, les résolutions adoptées notamment par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme, malgré les accords de Washington et de Doha, des initiatives de l'Union africaine, de la communauté est-africaine à SADC, la situation à l'est de la RDC demeure plus préoccupante. Nous prions Dieu que cette guerre n'a pas encore embrasé toute la région, mais le Burundi est en train d'en payer le prix. C'est pour cela que le Burundi réitère son appel à la mise en œuvre effective des résolutions déjà adoptées, notamment la résolution 2773 des Nations Unies et celle du Conseil des droits de l'homme. Quand on était à Washington pour assister à la signature de l'accord de Washington, tout le monde avait espoir. Mais malheureusement, cet espoir a duré quelques secondes. Les gens me demandaient, puisque nous avons déjà remarqué qu'il n'y a pas de confiance à cet accord,
Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Souvent, on me pose la question parce que beaucoup savent que c'est le Burundi qui connaît mieux cette situation à l'est de la RDC. Je leur ai dit, maintenant que nous avons trouvé que les partis n'ont pas confiance en ce qu'ils ont signé, il faut, puisque l'accord est là, il faut que les garants s'activent. Il faut que les États-Unis qui ont garanti cet accord s'activent pour que toutes les parties respectent les accords signés. Aussi, je pense que si les Nations Unies s'y mettent, nous avons déjà un instrument, mais qui semble être passif, la MONUSCO. Si on activait la MONUSCO pour assurer la force d'interposition réelle, une force neutre d'interposition qui va entre la frontière du Rwanda et la frontière du Burundi et du Congo. Comme ça, le Rwanda aura la garantie qu'il ne sera pas attaqué, mais aussi le Congo retrouvera sa paix et va entamer le processus de paix intérieure. Il n'est pas possible que le Congo entame le processus de paix tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, tant qu'il n'y a pas de séparation des forces, de désengagement, tant que les combattants ne sont pas cantonnés pour entamer le processus de DR. Dans une lettre adressée cette semaine au secrétaire général des Nations Unies, l'AFCM 23 a annoncé son retrait d'Uvira dans le sud Kivu et a appelé à la communauté internationale à assumer la protection des civils. Le mouvement affirme agir dans le cas de ce fait et met en garde contre les risques sécuritaires liés à la présence de forces non signataires des accords de paix. Plus d'explications dans cet élément. Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a officiellement déclaré placer la ville d'Uvira au sud Kivu sous la responsabilité de la communauté internationale. Cette position, exprimée dans une lettre datée du 15 janvier 2026, est adressée au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Les documents signés par les coordonnateurs politiques du mouvement Corneille Nangaa Yobeluo rappellent la décision de retrait des forces de l'AFCM 23 annoncée depuis le 15 décembre 2025 et réaffirmée récemment. Les groupes affirment que cette démarche s'inscrit dans son engagement en faveur du cessez-le-feu en vigueur et d'une solution pacifique à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa correspondance, l'AFCM 23 annonce le retrait immédiat de son dispositif d'observation et de monitoring, indiquant qu'il n'assumera plus aucune responsabilité liée à la sécurisation d'Uvira. Les mouvements exhortent la communauté internationale et particulièrement la MONUSCO à déployer rapidement une force neutre capable d'assurer la protection des populations civiles, le maintien de la paix et la sécurité des habitants. La lettre attire également l'attention sur ce que les mouvements considèrent comme des menaces potentielles émanant des groupes et forces non signataires des accords de paix, notamment l'armée burundaise, les FDLR, les milices Wazalendo ainsi que des mercenaires opérant aux côtés des FARDC. Selon l'AFCM 23, la présence de ces acteurs pourrait entraîner une dégradation de la situation sécuritaire à Uvira et fragiliser les initiatives de paix régionales conduites sous l'égide de l'Union africaine avec l'appui du Qatar, des États-Unis et d'autres partenaires. En réponse à cette annonce, le gouvernement provincial basé à Baraka accuse la rébellion de l'AFCM 23 d'avoir mené des pillages qui qualifient de systématiques et coordonnés dans la ville d'Uvira et ses environs. Dans un communiqué publié vendredi 16 janvier, les autorités provinciales dénoncent l'exfiltration des biens publics et privés survenus. Suivez. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu. Ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 00D, barre mine, barre com-média, barre SK, barre 2026. Concerne dénonciation d'actes de pillage systématique, de spoliation de biens et de violations graves du droit international humanitaire par l'AFC M23 dans la ville et territoire d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de faits d'une extrême gravité
révélateur de l'absence totale de bonne foi dans les déclarations et la correspondance adressée au secrétaire général des Nations Unies récemment rendue publique par l'AFC M23. Contrairement aux engagements et à la rhétorique contenue dans la dite correspondance du 15 janvier 2026, il est établi qu'à la date même de sa signature, l'AFC M23 organisait et exécutait des opérations de pillage systématique coordonnées dans la ville d'Uvira et ses environs, démontrant ainsi un mépris manifeste envers les principes du droit international humanitaire et des droits humains. Par ce communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu confirme notamment que 49 camions de marque Wowo et 113 camions bennes de 6 mètres cubes ont quitté la ville de Bukavu sous le faux prétexte du transport de militaires retirés de la ville d'Uvira vers la plaine de la Ruzizi. Ces convois ont servi en réalité au transport illicite de biens appartenant à l'État congolais et à des particuliers acheminés directement vers la République du Rwanda. Dans la nuit du 15 janvier 2026, alors que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait engagé des efforts de reconstruction des infrastructures routières, des matériaux de construction entreposés dans la ville d'Uvira, au site de Kabimba, ont été chargés de force dans des camions appartenant aux rebelles de l'AFC M23. 34 camions de marque Wowo chargés de 2700 tonnes de goudron ont été transportés en direction du Rwanda. D'autres camions ont emporté des tricycles appartenant à des particuliers et pourtant moyen essentiel de transport public et de subsistance économique. Le reste de biens et matériel stockés dans les entrepôts a été évacué par la frontière de Kamanyola. Des vaches et du bétail regroupés dans les hauts et moyens plateaux sont conduits vers Bouéguera pour une destination inconnue, privant ainsi les populations de leurs moyens de subsistance. Ce fait démontre l'existence d'une économie de prédation organisée, caractéristique de groupes armés opérant en violation flagrante du droit international. Ces actes constituent de violations graves, notamment de l'article 33 de la 4e Convention de Genève interdisant le pillage, de l'article 52 du protocole additionnel 1 protégeant les biens à caractère civil, de l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qualifiant le pillage de crime de guerre, des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection du droit de propriété et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces crimes, ces actes criminels aggravent de manière délibérée la crise alimentaire déjà sévèrement ressentie dans la ville et le territoire d'Uvira. Le coût de la vie dans une zone désormais coupée de ses circuits normaux d'approvisionnement en denrées de première nécessité et en produits manufacturés. La vulnérabilité d'une population vivant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, aujourd'hui empêchée d'accéder à ses champs et privée de son cheptel. Bref, il s'agit d'une punition collective strictement interdite par le droit international humanitaire. Le gouvernement provincial du Sud Kivu considère que la destruction systématique de moyens de subsistance, le pillage massif, la spoliation économique et l'asphyxie alimentaire volontaire constituent une stratégie criminelle planifiée, susceptible de qualification en crime de guerre et crime contre l'humanité. Ces actes s'inscrivent dans une logique de destruction indirecte de populations civiles, ce qui conduit sérieusement vers un processus de génocide préparé sous d'autres formes, à travers la famine, la paupérisation extrême et la dépossession généralisée. Face à cette réalité, le gouvernement provincial du Sud Kivu condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels. Il appelle la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la Cour pénale internationale et les organisations de défense des droits humains à documenter ce fait et à engager sans délai des poursuites contre les auteurs, les co-auteurs et les complices.
Meeting au siège de l'IDPS à Limete le vendredi, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a vivement réagi aux déclarations du président rwandais Paul Kagame sur la frontière RDC-Rwanda. Il affirme que le discours de Kigali a évolué après l'accord de Washington, rappelant le respect de l'intégrité territoriale congolaise et de frontières héritées de 1885, tout en tenant des propos très durs à l'égard du chef de l'État rwandais. Suivez-les. Kobunda ezapo batrasaki ba frontière ya mboka Congo na mboka na ya Rwanda mabe. Sikoyo namoni batu bakoti na bandako balali balingi kolobela makambo wana te. Yango nalobaki tomeka kosolo na makambo wana. Nayoki batu balobaki soki biso toke dialogue bitumba nyonso ekosila me muto azobundisa biso alobi non nga nazobunda te makambo ya gero ezakuna etali bakongole te alobi yango na poko ya lelo na kotuna bandeko na biso nyonso babandaki kobunda o bamemela biso bitumba nyonso wana balobi boni na makambo oyo mokonzi ya mboka ya Rwanda auti koloba na kosenga tozosala promotion na ye te me nalingi koklarifie ba makambo wana po boye bango bien lobi ezalaki ke non baza kobundisa Congo puisque mboka Congo eza ko héberger ba FDLR o baza ko créer insécurité na mboka ya Rwanda balobelaki makambo ya ba frontière te mais à notre grande surprise tomoni discours échangé pour na nini puisque na accord ya Washington eza koloba makambo wana pona respect ya intégrité ya territoire ya République démocratique du Congo oyo ezalaki tracé depuis 1885 résolution 2773 ya Nations Unies eza kozongela makambo wana mais awa baza koloba nini bazoloba non biso awa tozobunda parce que frontière basalaki yango mabe yango na kosenga ndeko na biso ya technique ameka kotiela biso lukuta puisque tokozongela place wana. Goma, plus de 800 notables ici des territoires délibérés Rutshuru, Lubero, Nyiragongo, Massissi et une partie de Walikale ont préparé lundi dernier à une rencontre vers les dirigeants de l'AF-23. Les échanges se sont tenus au musée de Himbi. Je vais se reporter les communications du gouverneur. L'AF-23 avance et ne reculera point. Le coordonnateur politique de l'AF-23 lance un appel à tous les autres notables se trouvant à l'extérieur du pays de revenir dans leur territoire et villes où la sécurité est une réalité. Salama tu me pattes. Ce n'est pas gratuitement. Alors, Usalama tu n'as pas, il connaît pays. La paix a un prix. Cette paix-là, il faut la consolider. Please. Usalama inatoka Goma, Bukavu. Il faut que ça aille dans tous les territoires. Mais il faut tout y maintenir. Donc, toute information, il y a Moubaï. Toute information, yenyeta tingiza hiyo usalama. Sisi wote tutumike
pour consolider cette paix. Fort de cette paix, il faut tupite kwa hiyo tunaita développement. Et c'est là que vient votre grand rôle. Congo itajengwa na sisi wenyewe. Développement ni sisi wenyewe. Et c'est le moment des opportunités. Le coordonnateur militaire de l'AFC M23 et chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, le général-major Sultan Imakenga, a pour sa part appelé la population au vivre ensemble. Le tribalisme, l'exclusion est une arme utilisée par Félix Tshisekedi pour diviser les Congolais, loin de reconstruire le pays, a-t-il martelé. Mambo yote ili wezekane ni kuanzia kusekirite ambayo nafahamu muda mrefu hatuna. Au Sud Kivu, la situation sécuritaire est restée préoccupante. Vendredi dernier, les combattants de Twirwaneho alliés à l'AFC-M23 ont pris le contrôle de la position stratégique 2.0 à l'est de Minembwe dans le territoire de Fizi. Un revers pour les forces gouvernementales sur fond de cessez-le-feu fragile. Les détails dans ces commentaires. Les combats se sont intensifiés ce matin dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Selon plusieurs sources locales et des observateurs indépendants, les combattants de Twirwaneho alliés à l'AFC-M23 ont pris le contrôle de la position stratégique dite .0 située à une dizaine de kilomètres à l'est de Minembwe dans la région de Fizi. Présenté depuis plusieurs mois comme un verrou militaire clé, .0 abritait des éléments de la coalition composée de FARDC, de l'armée burundaise et des milices Wazalendo. La position aurait cédé à l'issue d'affrontements qualifiés d'intenses par des sources locales. Un responsable de l'AFC M23 y voit un revers majeur pour la coalition gouvernementale dans les hauts plateaux. Cette annonce intervient alors que les FARDC affirmaient encore à la veille maintenir leur position dans la zone tout en évoquant des pertes infligées au camp adverse. La prise des .0, si elle se confirme, pourrait toutefois modifier l'équilibre tactique local. Des comptes proches de Twirwaneho évoquent déjà une progression possible vers des axes menant à Baraka ou vers les centres du territoire de Fizi sans confirmation indépendante à ce stade. Sur les terrains, des observateurs soulignent la poursuite des combats localisés malgré un cessez-le-feu fragile et des initiatives diplomatiques en cours. Cette dynamique alimente les inquiétudes quant à la sécurité des populations civiles exposées à des déplacements forcés et aux effets collatéraux des affrontements. 3 jours après des violents événements survenus à Bukama, dans le Olomami, le groupe parlementaire Ensemble est monté au créneau. Il a officiellement saisi mercredi dernier le président de l'Assemblée nationale pour demander la création d'une commission d'enquête parlementaire afin de faire la lumière sur des accusations graves visant des éléments des forces armées de la RDC. Commentaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont fait état dimanche d'une attaque contre l'une de leurs unités stationnées à Bukama, chef-lieu du territoire du même nom, dans la province du Olomami. Les assaillants ont été identifiés comme des combattants du groupe armé Mai Mai Zulu. Dans un communiqué publié par l'état-major général, les échanges de tirs ont conduit à la neutralisation de 4 éléments armés et fait 3 blessés dans les rangs des assaillants. Du côté des forces loyalistes, un soldat a été blessé. L'armée assure que l'intervention rapide de ses troupes a permis de contenir l'attaque et rétablir l'ordre. La situation est sous contrôle, souligne le communiqué signé par le lieutenant-colonel Makingoba Kazukrei, porte-parole des FARDC. Les autorités militaires indiquent avoir renforcé le dispositif de sécurité à Bukama et dans les zones avoisinantes. Ces mesures visent à préserver la quiétude de la population et à garantir la libre circulation des personnes et des biens. Les FARDC réaffirment par ailleurs leur engagement à lutter contre le groupe armé encore actif dans la région, responsable de nombreuses menaces contre la stabilité et la sécurité des populations civiles. À Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général John Luboya Kashama, durcit le ton face au groupe armé. Il assure cette semaine que Thomas Lubanga, leader de la rébellion CRP, sera arrêté et traduit en justice pour les crimes qui lui sont reprochés. Le chef de l'exécutif provincial affirme que les forces de sécurité sont pleinement mobilisées. Suivez ses propos. Thomas wana toko kangaye, soki nga nazate, j'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas,
J'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi. Tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait. Pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomisi Batou, depuis 1999, 10 lélo. Bana lélo, bana mike, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'a pris? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Au camp de réfugiés des Rubusha, la ministre d'État en charge des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, Eve Bazaïba, s'est adressée aux réfugiés lors d'un meeting. Porteuse du message du président de la République, Félix Tshisekedi, elle a réaffirmé la préoccupation majeure du gouvernement, le bien-être et la protection de chaque Congolais où qu'il se trouve. Suivez ces propos. Mujue kama mbele kulikuwa mainchi ingine ya kigeni kunutoa hapa kunupeleka mfano Marekani, kunupeleka Bulaya au penginepo, mujue kama hapa sasa ile haiendeke tena. Leo sisi wote Nyarungusi jambo. Leo sisi wote shauti ni moya, kurudi nyumbani kwetu. Sasa hatutakamata batu na kinguvu, tunasikilizana. Tangu leo mujue kana wa partner wetu wa HCR watakuya kukamata kuuliza kila mtu na swala yake. Hii tunasema na Kifransa retour volontaire. Kila mtu anaandikisha jina yake, ulitokea wapi na utarudi kule. Lakini mujue kana mbele ya kurudi kwenye ulitokea kabisa, ikawa Bukavu, Goma, Uvira, Luvungi, Kamanyola, Baraka, Fizi, mpaka kule ukuwe na amani na usalama. Raisi, tusikilizane, raisi na serikali tuko na pambana na waadui kwa kusema usalama uingie kule. Lakini Nyarungusa jambo. Lakini mujue kama Republiki ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kongo, tuko na majumbe mingi, tuko na mafashi mingi. Tunapasha kutengeneza programu ya kubapeleka kumafashi mbalimbali ndani ya Kongo. La République démocratique du Congo est visée par une plainte déposée devant un tribunal fédéral américain par la société Pay Service Bank. Cette fintech américaine accuse des officiers congolais d'avoir exigé de pots de vin dans le cadre d'un projet stratégique de digitalisation de l'économie avant de résilier unilatéralement le contrat. Un dossier sensible aux lourdes implications diplomatiques et politiques. La République démocratique du Congo fait face à une action judiciaire de grande ampleur aux États-Unis. La société américaine Pay Service Bank, une banque et entreprise de fintech basée dans l'Idaho, a saisi la Cour fédérale du district de l'Idaho pour violation des contrats et interférences délictueuses à la suite de la résiliation d'un projet de digitalisation de l'économie congolaise. Selon la plainte enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 1 2026 CV 00009,
Payservice affirme avoir signé un contrat légal avec le gouvernement congolais visant à moderniser les systèmes financiers du pays, notamment à travers des solutions de paiement numérique et des questions de finances publiques. Un projet stratégique présenté comme un levier majeur de modernisation économique pour la RDC. Mais, après la signature de l'accord, la société américaine affirme avoir été confrontée à des exigences de pots de vin émanant des hauts responsables congolais. Face à son refus de se plier à ces pratiques, les contrats auraient été résiliés unilatéralement, entraînant d'importantes pertes financières. Outre l'État congolais et les ministères du portefeuille, la plainte cite nommément plusieurs responsables de haut niveau, issus notamment des sphères financières et économiques. Ces derniers sont accusés d'avoir activement interféré dans l'exécution du contrat à des fins jugées illégales par les plaignants. Payservice évoque une violation flagrante du contrat, des tentatives de corruption ainsi qu'un schéma d'interférence délictueuse ayant saboté un accord pourtant déjà engagé. L'entreprise affirme disposer des preuves internes étayant ces accusations. Les montants réclamés varient selon les sources. Certaines font état d'une demande initiale de 72 millions de dollars correspondant aux investissements et préjudices directs. D'autres évaluations évoquent un contentieux pouvant atteindre 4 milliards de dollars en intégrant des profits escomptés et la valeur globale d'un projet destiné à transformer durablement l'économie congolaise. Les plaignants a par ailleurs requis un procès avec jury, une option rare dans les contentieux impliquant des États étrangers. Cette affaire survient dans un contexte diplomatique délicat pour Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi s'efforce depuis plusieurs années de renforcer la coopération avec les États-Unis, notamment sur les questions sécuritaires dans l'est du pays et sur l'attractivité économique de la RDC. Ces accusations de corruption risquent toutefois de fragiliser l'image du pays auprès des investisseurs internationaux, tout en ravivant les critiques sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, malgré les réformes annoncées par les autorités. Aux États-Unis, les dossiers pourraient également attirer l'attention d'instances fédérales spécialisées dans la lutte contre la corruption transnationale. À ce stade, aucune audience n'a encore été programmée. Les défendeurs disposent de plusieurs semaines pour répondre à la plainte. L'évolution de cette procédure judiciaire, suivie de près par les milliers diplomatiques et économiques, pourrait avoir des répercussions durables sur les relations entre Washington et Kinshasa. Et pour clore ce journal de Wab Retro, le gouvernement sort de son silence dans ce dossier Payservice. Dans un communiqué officiel, le ministre du portefeuille a accusé l'entreprise d'avoir revendiqué à tort une qualité bancaire pour tenter d'accéder aux fonds publics. Les autorités demandent tout décaissement et rejettent les accusations de corruption. Commentaire. Le ministère du portefeuille de la République démocratique du Congo a publié mardi 13 janvier un communiqué de presse détaillant sa position dans les 10 freins qui l'opposent à la société Payservice, accusée d'avoir indûment revendiqué une qualité bancaire afin d'accéder à des ressources publiques. Selon les autorités congolaises, plusieurs publications médiatiques récentes, notamment celles relayées par Africa Intelligence, présenteraient les dossiers de manière juridiquement erronée et incomplète. Le ministère affirme que des éléments déterminants officiellement transmis par l'État congolais avant publication auraient été occultés. Au cœur du litige figure la question du statut juridique des Payservice. Le ministère du portefeuille soutient que la société n'a jamais disposé de la qualité juridique d'établissement bancaire, ni au regard du droit congolais, ni du droit américain. À cet effet, il rappelle qu'une décision formelle du 18 octobre 2024 du département des finances de l'État de l'Idaho aux États-Unis a retiré à Payservice toute reconnaissance conditionnelle antérieure et lui a interdit l'usage du terme banque faute de conformité aux exigences réglementaires. Malgré ces décisions, Payservice aurait continué à se présenter comme une banque auprès des autorités congolaises, créant ainsi, selon les communiqués, une fausse apparence de régulation et de solvabilité.
Cette présentation aurait joué un rôle déterminant dans les échanges initiaux avec certaines institutions publiques. Les ministères précisent que, dans le cadre de l'instruction administrative du dossier, des vérifications ont été menées par les services compétents du ministère des Finances. Ces contrôles auraient établi que PayService n'était ni autorisé ni habilité à recevoir, gérer ou conserver des fonds publics conformément à la législation congolaise sur les finances publiques. Sur cette base, les autorités affirment avoir mis un terme à toute suite administrative liée au dossier, invoquant la nécessité de protéger les trésors publics. Les communiqués insistent sur le fait qu'aucun transfert des fonds n'a été effectué en l'absence d'autorisation réglementaire et d'accord formel du ministère des Finances. Les affirmations évoquant des prétendus investissements de 70 millions de dollars américains sont qualifiées par les gouvernements de dépourvues de toute base juridique, budgétaire ou comptable. Les ministères soulignent également que la société n'est disposée ni d'état financier certifié, ni d'audit indépendant, ni même d'une définition claire de la valeur nominale de ces actions. Par ailleurs, les allégations relatives à un contrat entre PCS Akiba et la Cadeco sont formellement démenties par les autorités congolaises. En réponse aux accusations de corruption et de pression formulées après les refus des paiements, les ministères du portefeuille évoquent une stratégie de représailles visant à détourner l'attention de l'élément central du dossier, à savoir la revendication d'une fausse qualité bancaire. Il estime que la rupture des relations avec PayService relève d'un acte de bonne administration conforme aux standards de vigilance appliqués également par les autorités américaines. En conclusion, le gouvernement congolais considère ces dossiers comme celui d'une entreprise privée ayant tenté, sur la base d'un statut bancaire infondé, d'obtenir jusqu'à 20 millions de dollars du trésor public congolais. La RDC affirme rester disposée à coopérer avec toute juridiction compétente tout en se réservant les droits d'exercer toutes les voies des droits nécessaires pour défendre sa souveraineté financière et l'intégrité de ses institutions. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités de Waboreto. Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.